And why do you think this is the last hip hop album to win Album of the Year at these Grammy Awards? The last one, like, the only you, Lauryn Hill, last one to even do this. Like, no one's done it since Outkast in 2004. Is that good and bad, right? In some ways, right? I mean, good in the sense of the level of respect that the group and the work got for that. You know what I mean? Yeah. I can remember, like, after we won, Quincy Jones sent me a card, and he was like, "Are you surprised?" And I was like, "How you get my motherfucking address?" You know what I'm saying? The Love Below was originally a solo album. It was supposed to be the soundtrack to a movie that myself and Brian Barber, video director, we were writing. And at the last minute, we decided that it may not be a good time to drop a solo album. So the record company says, well, I don't know if you should drop a solo album. And so Big Boy goes in and records Speaker Box. And we put it together and called it the Outkast album. With Outkast music, it's a chance because it's not the easiest thing to swallow, you know, all the time. So it could go either way, you know. It's always on that fence where people could say, oh, they can hail it and love it, like this is the greatest thing in the world, or they can say, they have gone too far, you know. So it's always that, but the only thing we can do is just make the music that we know how to do and just continue the plight of Outkast and continue to give it to them how we know how. You know, somebody got to do it, so why not it be us? And what is too far in doing music? What is too far? Well, it's not such thing as too far really, but too far away from people's ears. You know, I'm like, of course, when we in the studio, we please ourselves first, and you know, I'm not like a pop writer, you know what I'm saying? But I do want everybody in the world to get a chance to listen to it. So, you know, I do keep that in consideration, most definitely. But that's after the fact, after we go in the studio and do our thing. We did something, you know, kind of separated just to show you all the separate visions, but I mean, it's still a group. The unity is still here, you know. I mean, sorry. They thought we were gonna break up, right? En tout cas, c'est sans aucun doute l'une des plus belles choses qui est arrivée à l'histoire de la musique américaine. On aime souvent les réduire juste au hip-hop, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus grands pour le hip-hop. Non pas seulement par les accomplissements qu'ils ont eu par rapport aux multiples Grammy, aux albums, tous les albums sont au-delà du disque de platine. C'est pas seulement le succès, mais c'est surtout l'immense créativité que ce duo a proposé. Je pense moi-même que la discographie de Outkast est la discographie la plus parfaite que j'ai jamais vue d'un groupe. D'un duo, d'un groupe, c'est-à-dire que de tous les duos de l'histoire ou bien tous les groupes de l'histoire du hip-hop que j'ai eu à suivre, en tout cas de ma perspective, je pense quand même avoir une perspective assez intéressante parce que des groupes, j'en ai suivi. Outkast, c'est celle qui a la discographie la plus complète, parce que quand tu repasses de Speakerbox, Soda Player, Cadillac Music, comment ça s'appelle encore là, Atkins, Aquemini, Stankonia, et après l'épicentre avec qu'on appelle la Taxi avec Speakerbox de Love Below, qui est sans aucun doute l'aboutissement un peu du groupe, et après Idleweed où c'est un peu particulier. Tous ces albums-là, on voyait toujours une évolution. Non pas seulement une évolution en termes de commercial, mais une évolution artistique. Une autre prise de risque, une prise de risque, une prise de risque, une prise de risque. Et Speakerbox de Love Below,
c'est un peu la consécration un peu du groupe. Surtout même quand on voit encore la construction même de comment s'est fait cet album-là, puisque à la base c'est un album solo de Big Boy et un album solo de Andé 3000. Speakerboxxx était l'album solo de Big Boy et de Love Below est l'album solo d'Andé 3000, mais le génie managérial de L.A. Reid a vu que, ils étaient sur la face, est-ce que c'est L.A. Reid qui était un peu plus ou moins, qui avait comment on appelle un peu ça, je dirais pas on va dire pas la direction artistique, mais l'intelligence marketing, un peu de dire que bon, ton album solo, on va le mêler avec vos 2 albums solo, on va le mêler et ça va faire que ça soit encore un autre projet Outkast. Tout pour que ça soit beaucoup plus viable commercialement, et ça a marché. Le simple fait que ça soit sorti là, ça a fait que l'album soit au-delà du disque de diamant, c'est-à-dire plus de 10 millions d'albums, 5 millions, les deux, puisque quand tu prends un album et que tu vends un double album, le double album, on multiplie la vente du double album par 2, ce qui fait que ça fait 10 millions qu'ils ont vendu. Ils ont été disques de diamant. Il n'y a pas beaucoup de groupes de hip-hop qui ont été disques de diamant. Je pense que Lauryn Hill a été disque de diamant. Je pense que All Eyes on Me a aussi disque de diamant. C'est pas beaucoup de groupes de hip-hop qui ont été disques de diamant. J'ai l'impression même que c'est l'album de hip-hop le plus vendu de toute l'histoire. Je vais essayer de revoir ça, mais je pense que c'est le cas. Donc c'est ça qui m'a marqué aussi et tout. Et avec Speakerboxxx de Love Below, ce qui est bien avec Speakerboxxx et de Love Below, c'est que quand tu écoutes Speakerboxxx déjà, tu vois qu'il y avait déjà l'influence de Speakerboxxx, c'est un peu l'influence de Big Boy avec le George Clinton, c'est-à-dire Parliament, Funkadelic. Tu vois tout ça dans Speakerboxxx et tout. De Love Below d'Andé 3000, c'est beaucoup plus Prince. Il n'y a pas que Prince et autres et tout, mais Prince est une forte, majeure influence un peu de cette deuxième partie et tout. Et quand tu réunis les deux, c'est vraiment passer de George Clinton à Prince en fait. Quand tu réécoutes un peu le double album là, Speakerboxxx, c'est passé de George Clinton à Big. J'aimerais dire aussi quelque chose qu'on ne parle pas assez. Vous savez que moi j'aime toujours parler des gens qu'on ne parle pas assez, qu'on ne met pas juste en valeur, parce que je sais que être sous-côté c'est quelque chose qui est chiant parfois. Et Big Boy est pour moi l'un des artistes de hip-hop les plus sous-cotés de son époque. C'est incroyable. On l'a trop sous-coté parce que peut-être l'aura de Andé 3000 fait souvent qu'on oublie Big Boy, qu'on oublie de parler de Big Boy. Mais Big Boy, mais je voulais même montrer même déjà dans le projet la review que j'avais fait sur Sir Lucius Les Foot et tout. Sir Lucius Les Foot, je vous avais fait déjà cette review là, n'hésitez pas à le regarder, le lien en description et tout. Il a une versatilité et un flow qui est vraiment unique dans l'histoire des trucs, même ses phrases. Par exemple, quand j'écoute souvent Unhappy, les morceaux comme Unhappy ou les morceaux un peu comme comment on appelle encore ça, Ghetto Music, ou bien même encore Flip Flop Rock avec Killer Mike et Jay-Z là et tout. Les phrasés souvent de Big Boy et autres et tout, les versets de Big Boy et autres et tout, je dis, on ne prête pas attention souvent à ça. Comment c'est incroyable, mais le problème c'est que malheureusement, l'aura d'Andé 3000 est telle que on oublie Big Boy. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, même un truc, que si Andé 3000 a une carrière dans la musique, c'est grâce à Big Boy, parce que Big Boy est un peu le type le plus confiant des deux. Andé 3000 n'est pas quelqu'un de très confiant dans la vie, c'est quelqu'un qui est très timoré, très toujours sur le doute, et doute dans tout ce qu'il fait. Et le truc un peu, c'est que Big Boy a été un peu la motion de confiance un peu pour qu'il puisse exister. C'est pour ça que même si vous voyez même un peu la carrière solo des deux, un peu, Big Boy a sorti énormément de projets solo. Après Speakerboxxx de Love Below,
Là où en D3000, après de Love Below, il a fallu attendre je ne sais combien de trucs pour sortir un projet. Et quand il a sorti un projet, c'était un album de jazz expérimental, ambient, qui a décontenancé beaucoup plus d'un. Mais que moi, j'avais pu comprendre qu'il allait aller dans cette direction quand j'avais commencé à regarder le podcast qu'il avait fait genre 3 ans avant la sortie de cet album-là chez le podcast Broken Records et tout. Donc il discutait avec Rick Rubin et il parlait déjà à cette époque qu'il écoutait beaucoup les musiques de Philip Glass et de Steve Reich. What have you been listening to lately? Instrumental music. I was just turned on to Steve Reich. Wow, great. I just now, like, and I'm like, where the hell have I been? Because I knew Philip Glass. I was always into Philip Glass, but I never. Then somebody said, well, if you like Philip Glass, you'll love Steve Reich. Yeah. Like, what? When I heard that, I was like, what? Je sentais que s'il va sortir un album, ça va être dans cette dimension-là. Je m'étais pas trompé à l'époque. Si d'ailleurs, même si vous n'avez pas vu aussi mon sujet sur D3000, son album New Blue Sun aussi et tout, n'hésitez pas à le regarder. Je mettrai aussi le lien en description. Et voilà, Speakerboxxx, ça c'est vraiment l'influence de George Clinton au départ, comme j'ai parlé d'un happy, ghetto music, flip-flop rock, énormément de trucs. Quand j'écoutais même encore The Way You Move, le single qui a été numéro 1 pendant 3 semaines aussi, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que dans Speakerboxxx, il y avait The Way You Move qui était numéro 1 pendant de très longues semaines, et puis il y a Eya qui était encore le numéro 1 encore pendant de très longues semaines. C'était marrant de voir comment ils ont arrivé à faire des numéros 1 individuellement, chacun avait un single et tout. The Way You Move un peu, ça m'a fait penser à comprendre un peu Eya aussi. J'ai dit merde, je me rends compte que ça, ce sont des sons soi-disant mainstream de l'époque. C'est-à-dire que quand on voulait faire de la musique soi-disant mainstream, ça sonnait comme ça, avec une telle dose de créativité. Par exemple, si je vois un artiste Bandcamp aujourd'hui te faire un son comme The Way You Move par exemple, ou bien même Eya, c'est un gars qui serait sur Bandcamp. C'est-à-dire à quel point même quand je suivais encore l'album dernièrement, je me disais vraiment le niveau même de la musique mainstream a chuté en général. Parce que si des trucs comme ça, qui sont aussi créatifs dans leur approche musicale, dans leur approche même visuelle et tout, étaient numéro 1 dans le Billboard à cette époque-là, moi je n'imagine pas comment dans notre époque actuelle moderne, un peu ils auraient pu exister. Parce que c'était très groundbreaking ce que je voyais là, déjà à l'époque, surtout pour des afros. Et il y a aussi qui est un morceau beaucoup plus sombre qui n'y paraît, de trucs qui est très influencé, même d'ailleurs, j'avais lu que il était très influencé par The Smiths en fait, parce qu'il écoutait beaucoup de Smiths, un peu le groupe de Maurice en D3000 pour faire un peu le truc de Eya là. Et tout, qui est très sombre, ça a l'air joyeux comme ça, mais quand tu regardes les lyrics et de quoi ça parle et tout, tu te dis ah putain, c'est un son très dépressif, hein, c'est pas la joie. Et je me dis waouh, c'est comme ça que les sons mainstream de l'époque étaient. C'est comme ça que il y a vraiment une dissonance cognitive avec l'époque, parce que moi quand j'écoute maintenant des sons comme ça, je dois découvrir des gars sur Bandcamp, sur des trucs obscurs un peu, pour voir un peu des mecs qui ont autant de créativité comme ça, parce que l'industrie du disque a tellement changé que ça ne permet même plus à des mecs autant créatifs comme ça de puisse exister. Il ne doit passer que dans des circuits comme Bandcamp ou quelque chose comme ça. Je me dis que Outkast aurait été sur Bandcamp s'ils sortaient à notre époque en fait, parce qu'ils étaient trop groundbreaking déjà pour le truc, et ça se voit même déjà sur le succès des singles là. Chaque fois que je les réécoute, même Roses, je dis mais c'était des singles qui marchaient. Comment ça peut marcher? C'est impossible pour moi qu'en 2024 un truc comme ça marche. C'est impossible pour moi, ça me marque. Et aussi, ce qui était intéressant dans Speakerboxxx de Love Below, c'était la première fois où Big Boy et en D3000 ne travaillaient pas avec le mentor dans la production, qui a été les gars de Organized Noise, les fondateurs
Organized Noise, qui est le groupe de producteurs de Rico Wade avec c'est pas Harris et Sleepy Brown, qui sont un peu les producteurs phares. Les producteurs phares un peu de Outkast depuis le début de la carrière. Ils avaient décidé même de se séparer d'eux pour pouvoir faire cet album, qui voulait vraiment faire un album solo avec leur propre vision et tout. Ils n'ont même pas presque travaillé ça. We wasn't even on Speakerboxx Love Below. Them niggas actually said out their mouth they won't do this album by themselves. I gave you your opportunity. I mean, that shit never will go away. Okay, how many hugs and kisses, whatever. We gotta do a record together. We gotta do something else together to fix that. That was arrogant as shit. Like, you don't want us to be a part of your record? Niggas ain't never thanked me at an award show. They never said, thank you, Rico Wade, thank you, Organized Noise, ever. Speakerboxx, the Love Below. Never even thanked us. L.A. Reid didn't know about rap. You can't just erase me. You can't just take me out the equation. You can't. I ain't do nothing to you if you not to thank me. Comme vous pouvez le voir, Rico Wade, même avant sa mort, avait toujours le macabo par rapport à ça. Il n'y a que Sleepy Brown qui était dans le refrain de I Like the Way You Move, puisque Sleepy Brown fait aussi partie du trio de producteurs de Organized Noise. C'était dingue. C'était truc et tout. C'était qu'il y a un challenge déjà pour eux, pour ça, et ils ont réussi ce challenge de savoir faire un album sans eux et tout. Speakerboxx, par sa virtuosité funky et autres et tout, puisque le Big Boy il a trop ce fanatisme par rapport à George Clinton, même si c'est un fan absolu aussi de Kate Bush, ça on le sait, mais c'est ça vraiment, quand j'écoutais ça, je dis mais ça parle même funk George Clinton. Et de Love Below dans D3000, qui à sa sortie, disons la vérité, avait décontenancé plus d'un, parce que ça allait dans du sens, il y a énormément d'influence de la musique noire, que ça soit du foxtrot, que ça soit du jazz, que ça soit du psychédélique rock, que ça, c'est incroyable. On a l'impression que tu es en train d'écouter soit Jimi Hendrix, soit Prince, soit parfois Coltrane. Il y a même, je sais plus quel son, c'était lequel qu'il avait repris, le son de Joel Coltrane, Favorite Things là. Il avait repris un son qui était de Favorite Things. Je vais encore rechercher, ressortir ça en post-prod et tout. Et moi, cet album-là, il a décontenancé plus d'un, mais il a tellement vieilli, très bien vieilli à travers le temps, par l'approche vraiment incroyable qu'il avait. Quand je regarde par exemple un de mes sons préférés de l'album, c'est Pink and Blue, par exemple. Pink and Blue, un peu dans le thème, un peu ça. Pink and Blue, ça parlait un peu du thème d'un homme qui a une relation avec une cougar. Je crois, c'est un peu ça le thème un peu du son. Et c'est pour ça que si vous remarquez, même quand vous allez l'écouter, il y a le sample de Aaliyah au début qui s'appelle Age Ain't Nothing But a Number, qui est le son derrière. Qu'il avait produit à l'époque, dans le titre me fait soirée. Et Age Ain't Nothing But a Number, c'était un peu pour parler un peu de la thématique, un peu justement l'amour n'a pas d'âge et tout, tu peux sortir avec une femme bien si tu te souviens, ouais, puisque la Pink and Blue parle de vraiment l'amour d'un jeune gars avec femme plus âgée que lui, mais l'orchestration de dingue qu'il y a dans ce morceau là. Tu en viens à te poser la question, est-ce que tu as même encore écouté du hip-hop là, parce que ça t'amène dans une direction qui était incroyable. J'adore toujours la manière comment ça finit avec en musique presque orchestration classique géniale que je vois là. Love and War aussi était aussi incroyable. She's Alive avec Ellis aussi. Non, She's Alive c'était pas avec Ellis, c'était Dracula Wedding qui était avec Ellis aussi, qui était super génial. J'aime aussi beaucoup
dans l'album She's Alive, qui était un son plutôt qui rendait hommage à sa maman. À sa maman, il racontait un peu son histoire de l'éducation de sa mère là, et ça faisait comme, c'était pas forcément un film d'horreur, mais ça faisait comme une sorte de comédie dramatique un peu, quand tu écoutais les lyrics un peu qui chantaient et tout, ça faisait comme une sorte de Disney comédie dramatique un peu, je sais pas un peu si vous voyez un peu ce que je dis. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais ressenti, je la ressens toujours quand je l'écoute, qui est c'est un truc incroyable dans son truc. Et franchement, pour les gens qui veulent comprendre un peu la légende d'André 3000, allez écouter de Love Below. De Love Below, tu te dis que c'est sorti en 2003, mais jusqu'à aujourd'hui, je peux voir encore l'impact de ça chez beaucoup de gens. Quand je pense à Rory, quand je pense à Tyler the Creator, quand je pense à énormément de jeunes que je vois aujourd'hui, je vois comment même un peu, comment il s'appelle, Kevin Abstract de Brockhampton et tout, je vois l'influence d'André 3000 sur tous ces gens-là. André 3000 a vraiment montré comment on peut faire des albums un peu diversifiés et tout, et comment il faut pas avoir peur de challenger les conventions. Parce que c'est ça de Love Below, que c'est l'album qui challenge toutes sortes de conventions que tu peux t'imaginer. D'un gars qu'on a catalogué artiste de hip-hop, et un gars aussi qu'on a catalogué tout qui est de ne pas tout enfermer dans les cases que les gens veulent te faire. Chaque fois que je suis de Love Below, hein, c'est ça. Les gens, le monde t'attend à ce que tu fais ça et tout. Et quelque part, même un peu quand tu écoutes son album New Blue Sun, c'est toujours dans la même mentalité qu'il a toujours eu depuis le début de sa carrière. Parce que depuis le début de sa carrière, quand tu regardes même son truc qu'il avait fait à Deux Sauces là, c'était quelqu'un qui disait, vous n'allez pas m'enfermer dans la case que vous pensez que je sois. Et pour moi même encore, je trouve encore que c'est même encore mieux, parce qu'il montre quelque part, sans pour autant le dire vraiment, que vous n'allez pas chercher à caser un homme noir dans une vision de ce que vous avez de lui. L'homme noir est beaucoup plus complexe que ça. L'homme noir est beaucoup plus complexe que juste renvoyer une certaine image et tout. Non, il est diversifié. Les hommes noirs sont diversifiés. Vous n'allez pas mettre tous les hommes noirs dans la même catégorie, dans la même truc et tout. Et je fais partie même encore des gars qui essaient avec ma page aussi quelque part, de montrer que l'homme noir, l'homme africain peut être beaucoup plus complexe que ce que vous pensez qu'il est. Et moi, j'aime beaucoup ça un peu. Et c'est pour ça que de Love Below aussi entre un peu dans cette vision et tout. Un album qui a eu énormément de succès. Un album qui a eu énormément de succès, 10 millions. Un album qui a gagné beaucoup de Grammy. Et surtout le seul album estampillé de musique urbaine, même si je trouve un peu que c'est réducteur de la réduire à ça, qui a eu album de l'année. Il n'y a que Lauryn Hill et eux qui ont eu album de l'année au Grammy. C'est quand même un accomplissement de ouf d'avoir eu cet accomplissement là, d'avoir eu ce trophée là et tout. Et ce qui me marque toujours à cette époque là, c'est que si vous avez remarqué, il n'y a jamais de vidéos beaucoup de vidéos de live Speakerbox de Love Below. C'est-à-dire que Speakerbox de Love Below, il n'y a pas eu de tournée pour le Speakerbox de Love Below, parce que André 3000 ne voulait pas aller en tournée. Et je trouve que c'est quand même fou ça. Si j'étais à la place de Big Boy, je pense que j'aurais pété un plomb. Franchement. Parce que André 3000 ne voulait pas aller faire de tournée, il ne se sentait pas envie de tourner. Ils n'ont pas fait de tournée. Yeah. Now, Andre 3000, he's done some interviews. You know, we talked about after Hey Ya, he just couldn't deal with the publicity. He didn't like it. And I think he said something to the effect of, he said that fame is like the amount of life that you sacrifice for your career, or something to that extent. Yes. Where you don't see him out. You see him occasionally show up with like a flute, and then like he'll disappear for the next 2 years. Yeah. And he right out there beside you, Vlad. He right out there. He right out there around the corner. Yeah, exactly. Just go to Venice Beach. You might catch him. Right. You know what it is, Vlad? What people don't understand is that when he did Hey Ya, it put him into the stratosphere
next to an artist that we would look at next to artists like Lenny Kravitz. Like, now you into that rock and roll hierarchy. Mais imaginez le nombre d'argent qu'ils auraient pu se faire s'ils avaient fait une tournée. S'ils avaient fait une tournée. Il n'y a pas eu de tournée de le Speakerboxxx de Love Bilo. Il n'y en a pas eu. Vous vous rendez compte, un album qui a vendu 10 millions aux États-Unis, je ne sais combien de millions dans le monde, qui a été album de l'année, qui a eu toutes ces récompenses-là, qui a eu des numéros 1, des singles même qui étaient numéro 1, n'a pas eu de tournée. Il n'y a pas eu de tournée. Pas de tournée mondiale. Ça devait être une tournée mondiale peut-être de 2 ans, qui aurait rapporté des sous de malade. Mais André 3000, il a fort comme le délire. Il a dit non, bah, je ne peux pas. Je me sens pas à l'aise. Non, la tournée, non. Je me sens dépressif. Oh, j'imagine Big Boy. Oh là là. Oh, j'imagine seulement comment le gars, ça a dû lui faire rager, ça. Ça a dû super faire le rager d'avoir vu ça. Et je peux le comprendre parce que c'est vraiment des sous qui sont passés au truc. Mais bon, André 3000, il est ce qu'il est. Les trucs, comme lui, d'habitude, je pense que le succès, c'est quelque chose qui l'a toujours fait peur. Il a toujours voulu s'éloigner pour ne pas devenir fou. Et si tu vois un peu certains personnages comme certains personnages qui apparaissent là, qui ont eu du succès très tôt dans leur vie, et tu vois un peu ce qu'ils sont devenus, tu peux comprendre un peu pourquoi André 3000, qui est quelqu'un de très sensible, ne voulait pas faire cette tournée, mais quand même, bon, c'était assez abusé. Pour moi, voilà 22 ans que cet album est sorti. Voilà 22 ans qu'il est là et qu'il n'a pas pris une ride. Un double album dingue. Des approches musicales de dingue. Vision de la musique de dingue. Outkast, je le considère toujours comme le plus grand groupe de hip-hop de tous les temps. Même le plus grand groupe de hip-hop de tous les temps et l'un des plus grands groupes qui n'ait jamais eu dans l'histoire de la musique. Il est dans mon top 5 des plus grands groupes. Je vous dirai un peu mon top 5 des plus grands groupes de l'histoire de la musique américaine. J'essaierai de vous faire une vidéo, top 10 même, des plus grands groupes de l'histoire de la musique américaine en général. Et je vous expliquerai pourquoi moi je les place là dans ce classement-là, parce que j'ai un classement aussi personnel par rapport à ça. Je vous ferai un sujet sur ça. J'essaierai de le développer très très bien avec des arguments, des exemples et pourquoi personnellement ça m'a marqué. Je pense que ce sera un sujet aussi intéressant qui pourra être très intéressant pour vous les lecteurs, les auditeurs qui m'écoutent là. Donc, si vous n'avez jamais suivi Speakerboxxx de Love Bilo, pour les Genzi qui n'ont jamais suivi et qui veulent comprendre, ouais, pourquoi les gars parlent toujours Outkast comme ça, et tout, c'est quoi avec Big Boy, c'est quoi avec André 3000, vous êtes toujours dans le fatigué. Si vous voulez savoir, allez écouter d'abord même. Ne commencez même pas par ça d'un player Cadillac Music, commencez par celui-là d'abord, après vous redescendez. Commencez par cet album-là, vous allez voir un peu pourquoi on aime tellement parler de ce mec-là, parce que c'est des gars qui ont vraiment révolutionné la musique urbaine. Bref, c'était mon sujet du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.